Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonsoir. Super, bonsoir Walid. J'ai remarqué, tu te connectes très tôt, hein, très vite. Ouais, comme ça, j'oublie pas. Oh, ouais. Il m'envoie un courriel pour me le dire. Je dis ouais, c'est super. Ok, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, comme je l'avais promis, donc on va faire des tests donc, sur les erreurs, les thèmes d'erreur, donc les tests de validation donc, des modèles linéaires MCO. Donc des tests post-estimation. Donc, après avoir estimé le modèle, on va récupérer les résidus et puis on va faire les tests sur les résidus. Donc, on va voir si les hypothèses qu'on avait formulées sur les résidus sont toujours vérifiées. Si ces hypothèses ne sont pas vérifiées, alors sûrement il y a une conséquence, donc, ou bien une conclusion qui sera aussi violée. OK? Voilà. Donc, on va y aller, on fait le test de normalité des erreurs. Donc, on va utiliser plusieurs moyens. Et puis, il y a le test de non-autocorrélation, graphique et non graphique. Et puis, on va faire le test d'homocédasticité des erreurs. C'est essentiellement cela, graphique et non graphique. OK. Mais avant de continuer, je voulais savoir, pendant le cours, vous êtes à quel niveau? Est-ce que vous avez avancé un peu plus sur le théorique, on va voir comme ça. Le lundi prochain, on pourra définir ce qu'on pourra faire. Ça va bien? Vous m'entendez? Oui. Et Ouais. on vous entend. OK. Donc, j'ai demandé vous êtes à quel niveau? Donc, au niveau du cours avec le professeur. On a vu le théorème central limite, on a vu le théorème Slotsky, OK. on a eu des petits exemples scalaires. OK. Après ça, matrice vecteur. Après ça, un retour à l'agrégation linéaire par MCO. On a les nouvelles hypothèses de base Ouais. asymptotiques. Après ça, on continue à dériver des affaires. C'est bien fun. Loi des grands nombres. On Ouais. est arrivé à la conclusion que le bêta chapeau est convergent en OK. probabilité. En probabilité. Donc, C'est là qu'on s'est arrêté. exactement. Donc, comment démontrer en fait que bêta chapeau est convergent? Vous allez voir, quand vous allez vous mettre à étudier le cours, vous allez vous rendre compte que on va utiliser effectivement toutes les propriétés en fait qui ont été citées. La loi des grands nombres, vous allez voir qu'on a utilisé le théorème central limite. Non, oui, là-bas, à ce niveau, vous n'allez pas encore utiliser le théorème central limite, mais vous allez utiliser donc euh, ouais, les propriétés précédentes, donc le théorème central limite. Ouais, la loi des grands nombres. Donc après, vous allez trouver donc la loi de bêta chapeau aussi, et c'est là que vous allez utiliser vraiment ces propriétés, théorème central limite, la loi des grands nombres pour trouver la loi asymptotique de bêta chapeau. Ok, c'est parfait. Le deuxième TP va porter sur ça essentiellement. Donc, je vous invite à, à les lire et puis à voir quelles sont vos difficultés et pour poser des questions. Ok, c'est parfait. Alors, revenons aujourd'hui. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus vraiment si je vous avais envoyé les codes, hein. Normalement, je devrais, avant le début du week-end, je vais programmer cela. Est-ce que je vous les avais envoyés? Oui, je devrais. Hein. Euh, euh, Vous avez envoyé quelque chose le 13. okay. Je sais que j'avais envoyé un message, mais je ne me rappelle plus trop si je... C'est le 8 novembre. Le 9, non. Le 13 novembre. Voilà, c'est ça. Voilà, ok, donc c'est ça. Oui. Je l'ai envoyé test après estimation et donc test de normalité. C'est parfait. Donc, je vous les avais envoyés. Alors, donc,
On va poursuivre. J'ai mis ça à la suite donc du travail précédent. Comme ça, on pourra utiliser les variables qui sont déjà ici. Donc, on a notre y, c'est petit y, et puis x. Donc, il y a epsilon. Ok, on avait déjà calculé les epsilon, les résidus, mais bon. Je vais réexécuter le haut du code pour pouvoir avoir nos variables. Ok. Donc là, je télécharge la base. J'ai le x et puis le y. Et puis, je vais aller calculer le grand x. Le grand x, qui est ça. Ok, donc là, on a tout, presque. Alors, donc, on va calculer le b. Donc, qui est le bêta. Donc, j'ai fait un vecteur à 2 éléments. Maintenant, on va se mettre à faire ce travail-là. Donc, c'est petit y ici. Donc, les résidus, c'est x moins y moins x bêta, ok? D'accord? Donc, on l'a. Et puis, je calcule la moyenne des résidus. Je ne sais pas pourquoi je le fais. Mais peut-être c'est pour voir si ça va donner 0, quelque chose comme ça. Ok, effectivement, vous voyez ce que ça donne. C'est 0. Vous voyez les résidus même, ça donne moins 0,46, moins 0. Donc, ils sont dans l'ordre de un chiffre après la virgule quand même. Ok, là, vous allez voir un 0 après la virgule. Ok, mais vous voyez que la moyenne, ça donne comme 13 0 après la virgule. Donc, 0,0000000000000. Donc, je pense qu'ici, c'est pour vérifier si les moyennes sont nulles. Ok. Les moyennes. Non, c'est quoi je raconte? Les erreurs sont nulles. Ok. Et là, j'essaie de plot. Vous savez ce que ça fait? On fait une représentation graphique vraiment donc donc de nos erreurs. On voit ce que ça donne. On voit ce que ça apparaît ici. Okay. Voilà. Donc, c'est ça. Vous voyez ce que ça donne. Donc, bon, vous allez voir que ça tourne essentiellement autour de 0. OK. Ça tourne autour de 0. OK. Et donc, c'est au 0 qui est là. Il y a des valeurs qui sont au-dessus de 0, d'autres qui sont en bas de 0. Donc, c'est stationnaire autour de 0. Okay. C'est un processus stationnaire. Okay. Après ça, qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va faire le test de normalité. Okay. Le test de normalité, il y a le test de Kolmogorov-Smirnov, c'est des Russes, puis il y a le test de Jacques Béra. Et ces deux textes, en fait, sont des tests qui ne sont pas graphiques. Après, je vais vous présenter donc les tests graphiques que vous pourrez faire aussi. Ici, le Kolmogorov-Smirnov, c'est que si vous faites le test et que vous trouvez 0, ça veut dire que l'hypothèse nulle de normalité est acceptée. Si vous trouvez 1, ça veut dire que c'est l'hypothèse alternative qui rejette la normalité des erreurs qui est acceptée. OK? Donc, on va... C'est aussi simple que ça, voilà. Les erreurs ne sont pas normales. Ici, les erreurs ne sont pas normales. On va voir si le Jacques Béra va donner le même résultat. Jacques Béra aussi donne le même résultat. Okay? Jacques Béra aussi donne 1. Donc, ça veut dire que les erreurs ne sont pas normales. OK? Aussi simple que ça.
KS test, Kolmogorov Semenov, Jacques Béra test. Donc, il faut juste le savoir. Si vous oubliez un jour, allez sur Google, tapez Normality Test, ok, in MATLAB. Il va vous aider. Ok. Alors, je vais vous présenter aussi les histogrammes, le QQ-plot. Mais comme c'est des textes graphiques, vous voyez, c'est avec les yeux qu'on évalue. Il n'y a pas une évaluation. Allons-y, vous allez voir comment est-ce qu'on pourrait évaluer. Donc, histogramme. J'ai oublié comment est-ce qu'on le spécifie. On va regarder. Donc, histogramme, pour le faire, on met histogramme de quoi? De x, ok, donc la variable. Donc, on va mettre histogramme de résidu. Oups. Et ça va représenter donc l'histogramme, ok? Et puis, vous allez voir si ça ressemble un peu à l'histogramme donc de la loi normale. Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Donc, comme je le disais, c'est avec les yeux qu'on voit. On ne peut pas évaluer avec quoi que ce soit. Donc, vous voyez, vous vous dites que bon, la loi normale, un peu, c'est quelque chose. C'est vrai que c'est centré autour de 0, la loi normale, mais il y a une valeur manquant ici. Et donc, on sent que ça se concentre en fait à droite un peu, à ce niveau. Donc, autour de la droite de 0, et ce n'est pas symétrique non plus. Donc, on ne peut pas dire que c'est une loi normale. C'est comme ça qu'on évalue les tests graphiques. Alors, on va faire le box plot. Le box plot, c'est aussi graphique. Vous construisez, il dit box plot. C'est un long texte. Voilà, donc vous pouvez faire la même chose aussi. Box plot de x va vous produire donc le box plot donc des données sur x. Et si c'est une matrice, il le fait donc par colonne. Alors donc, allons-y, on va le faire. Le box plot de résidu. Si vous avez des questions, arrêtez-moi. Ok. Alors, je sais pas. Normalement, le box plot. Donc, vous voyez que ça montre aussi la symétrie. Hein. C'est-à-dire que la plus grande majorité se trouve effectivement concentrée autour de 0, mais les autres, c'est des outliers qui sont quand même assez éloignés, mais c'est pas symétrique autour de 0. Okay? Et on voit bien aussi que même c'est décalé un peu vers la droite aussi, autour de 0, comme on l'avait vu précédemment. Okay. En passant, on ne voit pas votre graphique. On voit encore juste le code MATLAB. Oups. Attendez, donc depuis les graphiques que je faisais, vous ne le voyez pas alors? Non. Ben, moi, je le vois sur mon ordinateur parce que je fais les codes en même temps, mais quand je regarde la vidéo de vous, je vois le code MATLAB, mais je ne vois pas le graphique du boxplot. Okay. Là, on le voit. Oui, désolé. Hein. Donc, la petite ligne rouge, c'est la médiane. Et après ça, c'est les lignes comme pointillées, c'est les premiers 25 voyons, quartiles.
C'est ça, c'est les quartiles. L'autre quartile. Et ça, c'est les 50%. Ouais. Je ne sais pas combien d'intervalles ici, mais c'est aussi donc autour de, je pense qu'il essaie de représenter les autour de, attendez, je vais voir combien de pourcentages autour de. Il ne disait pas de 25 à 75 quartiles? Ouais, ici. Donc 25 à Mais 65%. Donc des quartiles. OK. Donc, je vais regarder voir pour être certain. puis les petits plus, c'est les valeurs extrêmes. Les Ouais, petits plus en haut puis en bas. ouais, ce sont des représentations aussi, mais qui sortent en fait donc de la boîte. Donc, ce sont les valeurs extrêmes. Donc parfois, on l'utilise si on veut voir quelles sont les valeurs extrêmes donc, de nos données. Donc quand vous le faites, il va vous spécifier en même temps vos valeurs extrêmes. Assurément qu'il doit y avoir des options pour, pour écrire sur ces valeurs-là, pour pouvoir les identifier et puis les retirer de la base de données afin de pouvoir faire donc les estimations pour que vos estimations ne soient pas biaisées par les outliers. Okay. On l'utilise souvent. Mais ici, je ne sais pas pourquoi je l'avais mis, mais assurément, c'est pour représenter encore, pour voir quelque chose. Sinon, ça ne donne pas une idée sur la normalité. C'est plutôt le QQ-plot qui il y a beaucoup plus un test de normalité. Celui-ci n'est pas un test de normalité, mais un test de pour voir comment la distribution est. Est-ce qu'il y a des valeurs extrêmes? Donc, on voit ici qu'il y a des valeurs extrêmes, deux qui sont à gauche, et puis une qui est à droite, et non, une qui est à gauche, deux qui sont à droite. Et on voit bien entendu aussi que même ici, il y a une majorité qui est concentrée entre moins 200 et 0. Okay. Ça ne donne pas une grande estimation par rapport à QQplot. Donc, on va faire le QQplot aussi. Alors, ce que le QQplot, comment ça marche? Ici, par exemple, vous faites QQplot, price 1. Donc, do gas prices follow a normal distribution? Donc, vous faites juste QQplot price 1. Donc, vous mettez QQplot, donc la variable, et puis il va vous dire si ça suit une distribution normale. Donc, c'est simple que ça. Okay. Voilà. Et je pense que la distribution normale est celle qui est en rouge. Vous voyez? Et puis, donc, notre variable, nos erreurs sont celles qui sont en bleu. Donc, quand on fait une QQ-plot, donc vous voyez cette variable, c'est le outlier qu'on avait vu tantôt, et puis ces deux autres aussi. Et est-ce que d'après vous, vous pouvez dire que ça suit une loi normale? Parce qu'on dirait que ça suit une loi normale si ça fitait, si ça s'alignait parfaitement sur cette droite rouge. Si les bleus s'alignaient parfaitement sur la droite rouge, on dirait que ça suit une loi normale. Et on voit qu'il y a une grosse déviation à ce niveau et une grosse déviation aussi à ce niveau. Alors qu'ici, c'est quand même acceptable, quoique il y a quand même des petites déviations. C'est quand même acceptable jusqu'ici. Mais à partir de là, il y a une grosse déviation. Et là aussi, il y a une grosse déviation. Donc, moi, je dirais que ça ne suit pas une loi normale, mais c'est qu'on appelle déviation. Okay? Moi, je juge que ça, c'est une grosse déviation. Mais pour quelqu'un, ben lui, pour lui, ça, c'est une petite déviation. Donc, il pourrait conclure que ça, c'est une loi normale. Donc, ça devient subjectif. C'est pour ça que c'est toujours bon d'avoir des tests qui ne sont pas subjectifs, comme les tests théoriques. Kolmogorov-Smirnov, Jacques Béra, et voilà, c'est les deux que je connais. Je peux qu'il y en a d'autres. Voilà, donc c'est ça. Donc, on va regarder les K-density. Qu'est-ce que ça fait? KS-density, c'est kernel. Ouais, je pense que c'est kernel.
ça vous permet de tracer la fonction de densité, donc de votre variable. Et une fois que vous tracez la densité, vous pouvez voir est-ce que c'est la densité donc, de la loi normale ou pas. Okay. Donc, voilà. Je sais qu'il y a des options pour représenter aussi la loi normale dessus. Donc, c'est ça. Vous voyez, ça, c'est la distribution. Donc, cette distribution est un peu comme bimodale. Mais la loi normale, telle qu'on la connaît, elle devrait être juste quelque chose comme ça. On va le représenter dessus bientôt, on va voir. Elle devrait être quelque part ici. Et voilà. Donc, laissez-moi, on va regarder ensemble pour voir comment est-ce qu'on pourrait représenter la loi normale là-dessus. Ça fait déjà 4 ans, la dernière fois que j'avais utilisé le cas. Je vais prendre le risque, voilà. Norme. Je sais pas. Donc, fonctionne pas. Ok, on va lire. C'est vrai qu'il y avait une option pour mettre un norme, ou bien c'était la stat là. Ok, c'est la stat là que je l'avais utilisé. Ok. On va voir. Ok. Donc là, il dit, il faut mettre KS density de X, donc compute a probability density estimate of the sample in the vector of two-column matrix. Ok. Ok. Ça ne nous permet pas de la MATLAB. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est de définir une autre variable qui suit une loi normale et puis maintenant faire le KS density pour les deux. Mais, attendez, je vais ouvrir Stata pour vous montrer ce dont je parle. Je pense que vous ne regardez même pas l'écran de MATLAB, même quand j'étais là-bas. Alors, je vais vous montrer le K density. Ok, c'est pas KS, c'est K density. Alors, comment ça se fait, lui? Il va vous le dire ici. Non. Ils sont ensemble en même temps dans les exemples. Alors, il dit que tu peux je ne donne pas non plus. Ok, je voulais faire beau, mais apparemment, donc, W half. Ok, generate stored estimation point. Now, estimate density using value specified normal. Ok, voilà, c'est ça. Là, normal add normal density to the graph. Ok, c'est parfait. Donc, je mets
Donc, oups, il n'y a pas de variable ici. Il n'y a pas de variable dans... Donc, je vais générer x égale... je ne sais plus comment gérer une variable aléatoire ici. Mais bon, ben, regardez juste ça. Ce qu'il vous dit, c'est que vous pouvez mettre norme ou bien normal dans l'option et puis il va vous représenter la loi normale là-dessus. Sauf que je vois s'il y a une base de données qu'ils ont ici pour utiliser directement. Dans les exemples. OK. OK. Voilà, donc il y a la base auto que je vais télécharger. Puis on va utiliser le cas density. OK. Voilà, c'est parfait. Donc, cas density de length. Et là, ça vous construit. Donc, vous voyez la fonction de distribution de densité. Maintenant, ce que je voulais faire dans MATLAB, ce que je ne retrouve pas, c'est que vous pouvez construire la distribution de la loi normale là-dessus. OK? Là, il nous dit que pour le faire, vous pouvez juste ajouter norme en option. OK? Vous voyez ça? Alors là, il vous construit donc Kernel density of the estimate and normal density. Donc, ça, c'est la distribution de la loi normale. Vous voyez bien que votre distribution est loin d'être une distribution normale. OK? Alors, je vais retourner dans MATLAB et reprendre encore donc, notre... Et là, vous voyez ce qui c'est que notre distribution, mais ce qui est la distribution d'une loi normale, c'est un peu comme ça. Pas comme ça, là. Donc, à vue d'œil, on peut conclure que ça, c'est pas une distribution normale. Mais essayez de chercher pour voir comment est-ce qu'on pourrait représenter la loi normale là-dessus. Je n'avais pas pensé à ça. Il n'y a pas l'option hold. Option? Hold, tu génères une loi normale, puis après ça, tu fais un deuxième graphique, puis là, les deux graphiques sont sur la même page. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est Ou carrément créer une variable qui va... une variable qui suit la loi normale. Exactement, c'est ça. Donc, je sais que, mettons, norme égale rand n. OK. On va prendre comment on le fait. Rand n, ça génère une variable aléatoire, donc suivant une loi normale. OK. Donc, vous mettez rand n, donc de grand N, donc le nombre de ça va donner une matrice. Donc, la matrice NN containing pseudo-random values drawn from the standard normal distribution. Donc, si vous mettez ça comme ça, MN, là, va vous donner une matrice M ligne, N colonne. Donc, nous, on veut M ligne, une seule colonne, d'accord? Et après, on va tracer la distribution. Donc, on va mettre combien d'observations ici? C'est 51 dans la base ici. Ouais, c'est 51. Donc, 51,1. OK. C'est parfait. Et là, on va faire KS density de la variable norme.
Je ne sais pas quel écran vous voyez. Hein. Oups. Le graphique. Donc là, voici ce que j'ai fait. J'ai fait hold on. Ensuite, j'ai créé la variable norme qui est donnée par rand n 52.1. Et puis, je fais maintenant case density de cette variable. Ouais, ce qui va se passer, c'est que les deux n'ont pas le même écart. Là, je vois que c'est bizarre. Le case density. Les graphiques. Faisons ça d'abord pour voir ce que ça donne. OK. Laissez-moi vous montrer. Voilà, donc c'est ce que ça donne. Mais ce qui est dangereux avec ça, c'est que la taille des deux, vous voyez ici, lui, il va de -4 à 4. Alors que si je fais pour l'autre, le résidu, vous voyez, il va de -1500 fois 10 souvent -3 à 1500 à 10 souvent 3. Donc, ce que je vais faire, je vais multiplier par... Et 1000 à 10 à la -3, ça fait 1. Pardon? Oui, ça fait 1. Donc, je vais multiplier 1000 par 4. fois 10 à la -3. Donc, 1000 divisé par 1000, ça fait pas 1. Oui, ça va faire Donc, 1,5 à peu près. Alors que l'autre, c'est 4 et -4. OK. Donc, je vais refaire. On va le faire ici pour voir si ça va marcher. Voilà, c'est ça en fait. Ça réduit la taille du graphique. Parce qu'il a du mal à mettre les deux. Parce que, comment je veux dire, vous voyez, le rouge, il va jusqu'à 0,35. OK? Alors que lui, l'autre, ouais, lui, il va jusqu'à 1,8, 10 à 3. Donc, vous voyez, si on met les mêmes tailles, ce qui va se passer, c'est que lui, il va retourner en bas parce que non, la taille, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Parce que le rouge, quand on va le tracer là-dessus, il va faire comme dépasser grandement l'échelle. Faisons ça. Ouais, attends, je vais le mettre sur l'autre. Hmm. Il est où? Hmm. Il est où, ce graphique? Ok. Hmm. Ok, il est là. Ok, je vais... Donc, vous le voyez maintenant, hein, le graphique? On voit un graphique, oui. Ok. Alors, qu'est-ce que je racontais? Qu'est-ce qui va se passer? C'est que, vous voyez le bleu, comment il est vraiment en bas? Ça fait qu'on ne le voit pas. C'est qu'il est tellement terre à terre, dans le sens que hmm, son unité, il ne dépasse pas 0,05 en fait. Alors que le rouge va jusqu'à 0,35. Ce qui fait que quand on essaie de représenter les deux sur le même graphique, l'autre est comme aplati totalement, et puis l'autre est comme étiré parce qu'on veut les mettre dans les mêmes dimensions. Donc, c'est un peu difficile de faire hold on. Ce qui serait mieux, c'est
de permettre à ce que il y ait une loi normale qui ait les mêmes caractéristiques, donc la même moyenne, la même variance à peu près que notre distribution. Et puis, donc, on va représenter. Et là, ça va peut-être marcher mieux. Mais l'idée, c'est de vraiment regarder. Je vais mettre ça en... L'idée, c'est de pouvoir comprendre que votre distribution que vous avez ne suit pas une loi normale en regardant avec vos yeux. Donc, c'est subjectif. OK. Je le dis là. C'est que vous voyez, ça suit vraiment une loi qui n'est pas normale. Si vous avez l'habitude de voir ce qui est une loi normale, donc je le disais que ça devrait être quelque chose comme ça, qui est vraiment différent de ça. Okay. Voilà, donc c'est ça, donc les tests graphiques. On va passer au test de non-autocorrélation. Okay. Donc, on voit que les erreurs que nous avons ici ne sont pas une loi normale. Alors, c'est là que tout le problème donc, de la régression économétrique du modèle linéaire se pose. Quand les erreurs ne suivent pas une loi normale, c'est que bêta chapeau aussi ne va pas suivre une loi normale. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que la loi de bêta chapeau vient du fait que epsilon suivait une loi normale. Souvenez-vous comment vous l'avez démontré dans le TP. On a supposé qu'epsilon suit une loi normale et sur la base de sa normalité, bêta chapeau aussi suit une loi normale. Et puis on a déterminé l'espérance et puis la variance de bêta chapeau. Donc si epsilon ne suit plus une loi normale, vous ne pouvez pas conclure que votre bêta chapeau suit une loi normale. Et si votre bêta chapeau ne suit pas une loi normale, c'est que vous ne pouvez pas dire que ce monsieur, bêta sur sigma, nanana, suit une loi de student parce que ça suit une loi de student sur la base que bêta chapeau suit une loi normale. Donc, si bêta ne suit plus une loi normale, T ne suit plus une loi de student. Donc, on ne connaît pas la loi de cette expression. Donc, on ne peut pas aller comparer cette valeur-là à une valeur dans une table de loi de student. Donc, la pi-value qu'on calcule, on utilise la loi de student pour calculer cette pi-value. Donc, cette pi-value, elle est fausse. Donc, vous ne pouvez pas interpréter la significativité ou la non-significativité de vos coefficients bêta si les erreurs ne suivent pas une loi normale. C'est là que c'est... Oui. Donc là, maintenant, on a deux hypothèses, H0 et H1, c'est ça? H0 selon laquelle la distribution suit la loi normale et l'autre, elle ne suit pas la loi normale, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord, merci. Bienvenue. Du coup, vous allez vous rendre compte maintenant, OK, quel est l'intérêt de l'analyse asymptotique? L'analyse asymptotique, c'est qu'elle va vous permettre de toujours montrer que bêta chapeau suit une loi normale, peu importe ce qui va se passer, parce qu'en réalité, je pense que ma connexion déconne un peu. Ça coupait, donc on n'a pas compris ce que vous avez dit à propos de la loi asymptotique. Oui, c'est ça. Donc, l'utilité du modèle asymptotique, c'est que il va vous permettre, si la taille de l'échantillon est grande, donc si votre modèle comporte un grand nombre d'observations, donc vous serez dans un cadre asymptotique, parce que asymptotique, c'est simplement pour dire que grand T tend vers l'infini, dans un cas théorique. Mais en pratique, quand T est supérieur à 30, déjà, on peut statistiquement considérer qu'on est dans un cadre asymptotique. Et là, ce qui se passe, c'est que il vous a montré que d'après le théorème central limite, peu importe la loi de votre distribution, la moyenne de la distribution va suivre une loi normale. Donc, toutes les lois peuvent être approximées par leur moyenne à une loi normale. Donc là, c'est déjà un grand intérêt. Okay? Ce qui fait qu'on pourrait approximer toujours la loi de bêta chapeau à une loi normale par la suite, comme vous allez le voir. Donc, si vous êtes dans un petit échantillon et que vos erreurs ne suivent pas une loi normale, c'est hyper dangereux d'interpréter les résultats. Mais quand on est dans un grand échantillon, la normalité de bêta chapeau peut être obtenue par le théorème central limite. OK? On le verra plus tard. Alors, allons regarder pour les autres tests. Donc, le test donc de... Monsieur, excusez-moi, avant d'aller dans notre test,
Je ne sais pas, mais pourquoi la fonction résidu sur mon MATLAB, c'est marqué que c'est un nombre connu, comme il voudrait ajouter un O à la fin de résidu. Je ne sais pas pourquoi, et après, ça ne veut pas rouler les codes. Dans votre MATLAB? Dans mon MATLAB, oui, ça va comme ajouter O à la fin, ou si je copie vos codes et je code après, ça ne va pas exécuter. Bon, il faut juste le changer. Mettez res, mettez... attendez, c'est quel écran vous voyez? Ok, c'est parfait. Mettez ça, mettez RES, effacez le I. Donc, faites ça comme ça. Vous voyez avec moi? Tu cliques là-dessus, tu sélectionnes, et puis tu changes RES. Et là, il va te demander si tu veux le faire pareil pour toutes les autres. Normalement, ici, il ne l'a pas demandé, c'est bizarre. Alors, un peu plus en haut. OK. Dès le début, on va changer ici résidu par res. Et là, vous voyez, il met press match plus entrée to rename 13 instances of residue to res. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez appuyer sur majuscule et puis entrée. Et là, il va changer toutes les autres variables. Enfin, partout où il y aura résidu, il va les changer en res. OK? Ok, c'est bon. Merci. Donc, je vais essayer ça. Merci beaucoup. Parfait. Donc là, je vais calculer. Donc, ce qu'on va faire, là, j'essaie de faire, je joue un peu. Les subplots, comme le nom le dit, donc c'est des sub, c'est sous, ouais, subplots, donc des sous-figures. Donc là, je vais diviser, je fais deux graphiques. Et le premier, ça c'est le graphique qui sera sur la première ligne, première colonne. Et ça, c'est toujours deux graphiques, donc première ligne, deuxième colonne. Non, je pense que ça c'est la colonne, ça c'est la ligne. Allons-y voir ce que ça donne. OK. Donc, vous voyez, vous en avez un graphique qui est sur, il va construire un autre graphique qui est en bas. Okay, donc, c'est le fait de mettre subplot 2,11. Donc, le premier 2 pour dire que je veux construire deux graphiques sur le même graphique. Et voilà. Donc, dites-moi si vous voyez encore le graphique. Non, on est rendu dans vos emails. Là, on est dans MATLAB. Est-ce que vous Et voyez là, le graphique est par-dessus MATLAB. Okay. Oui. C'est parfait. C'est mieux de le faire comme ça. Et puis, je vais... Vous voyez, la fonction, c'est autocorrelation. Autocorrelation, il va vous donner les différentes autocorrélations. Donc, ça, c'est autocorrélation d'ordre 0. Qu'est-ce que l'autocorrélation d'ordre 0? Ça dit que il regarde la variable autocorrélation epsilon t avec epsilon t lui-même. Bien entendu, ça va donner 1. C'est pour ça que le point rouge est ici au niveau de 1. Ça, c'est l'autocorrélation d'ordre 1. OK? Et vous voyez que lui, il sort un peu donc de la ligne bleue. La ligne bleue, c'est pour tester la significativité. Donc, vous voyez que ça sort de la ligne bleue. Donc, ça veut dire que l'autocorrélation d'ordre 1 est significative. Ici, l'autocorrélation d'ordre 2 n'est pas significative. Donc, on ne peut pas dire. L'autocorrélation d'ordre 6 aussi est significative parce que ça sort de la ligne bleue. Donc, ici, il y a une autocorrélation, en fait, au niveau des erreurs. Et on voit bien que les erreurs sur, sont autocorrélées. OK? En regardant juste ça. OK? Et puis bon, le subplot, ce que je l'ai fait, c'est vraiment vous permettre de construire plusieurs graphiques sur le même graphique. Donc, cette fois-ci, je mets maintenant donc subplot 2, 1, 2, donc toujours donc deux graphiques. Donc, sur la première colonne, donc la deuxième ligne, OK, je vais représenter donc les résidus. Et voilà, donc, c'est juste pour le fan, pour vous apprendre à construire plusieurs graphiques sur le même graphique. OK. Puis là, il donne le titre. Alors, donc,
avec le test donc, visuel, on se rend compte qu'il y a une présence d'autocorrélation au niveau des résidus. On va essayer de faire un test qui n'est pas visuel. Donc, un test théorique. Donc, c'est le test de Legionbox. Question pour vous. Oui. Donc, subplot, le premier 2, c'est pour qu'il y ait 2 graphiques. Le 1, c'est la colonne. Quoi? Le 2, c'est quoi? C'est la colonne et puis la ligne. Attendez. Essayons voir. Alors, colonne en premier puis ligne en deuxième? Oui. Subplot. Voilà. Moi, dans ma tête, c'est les lignes en premier puis colonne en deuxième, mais normalement, je vous pose la question. Oui, non, je pense que, regardons, faisons ça, vous allez voir. Comme ça, ils ont qu'il y a. Donc, vous voyez, là, il vous fait donc 3, 2, 1. Bon, je vais d'abord fermer ce graphique-là et reprendre. C'est que là, il se prépare à faire, à mon avis, 3 graphiques sur le même. Mais là, il va le positionner 3, 2, 1. Donc, on le positionne, je pense que c'est le premier graphique, à mon avis. Ah, OK, c'est juste l'ordre des graphiques. Oh, oui. OK. Parce que là, si vous voulez, ce qui va se passer, c'est que là, vous voulez 3 graphiques. Et puis, 2 lignes. OK. Vous voulez 2 lignes. Et puis, ça, c'est le premier. Faisons voir. Subplot. Mettons 3, 2, 2. On voit ce que ça donne. OK. Donc, on le met là. Donc, mettons 1 ici, voilà ce que ça donne. OK. OK, OK. Je pense que vous comprenez un peu la logique qu'il fait. C'est le nombre de... Si vous mettez 1, il prend toute la ligne. OK. Je pense qu'effectivement, le premier, c'est plutôt le nombre de lignes. Le deuxième, c'est que le graphique que vous êtes en train de représenter actuellement, est-ce qu'il prend toute la ligne ou bien il va prendre donc 2 graphiques qui vont tenir. Et le deuxième, c'est ce 2 vous dit qu'il reste sur la... C'est mieux d'aller sur MATLAB pour aller... Parce que c'est quand même un peu flou. Donc là, ce qu'il fait, donc il dit subplot MNP is the axis. If the axis already exists, make it current. Okay. So if the axis already exists, no. Je pense qu'il a commencé déjà un peu plus en haut. OK. Donc ça, create in title positions. OK. Donc, breaks the figure window into an M by N matrix of small axis. OK. Donc ça, les MNP, donc il va vous faire un graphique, donc M ligne, N colonne. Et puis le P, c'est quoi? The PF axis for the current plot. Axis and return the axis handle. The axes are counted along the top row of the figure window, then the second row. OK. Donc, c'est le PIM graphique. OK. Comme ce que je disais un peu. Donc, si vous mettez ça, MNP, donc si vous mettez 3, 1, 2, c'est qu'il est en train de vous faire 3 lignes, une colonne, et puis le 2, ça veut dire que c'est le deuxième élément donc, du graphique. 3 lignes, une colonne. OK? Donc, il va présenter
votre graphique là sur toute la, c'est-à-dire il va occuper tout l'espace. Donc, supposez que vous avez un esprit de faire deux graphiques. Supposons que vous voulez faire 4 graphiques, donc 2 lignes, 2 colonnes. Si vous voulez faire 2 lignes, 2 colonnes, ça doit être subplot, 2 lignes, 2 colonnes, et puis votre premier graphique, ensuite votre deuxième graphique, ensuite votre troisième graphique. Si vous mettez 3, il va le mettre en troisième position, à mon avis. OK. Donc, il va le mettre en troisième position. C'est bon? Donc là, si vous faites 4, il va le mettre en dernière position. Bien sûr, il y a déjà le troisième, donc il ne va pas l'effacer. OK? C'est le quatrième. Donc, pour dire que 2 lignes, 2 colonnes, et puis le quatrième graphique, le troisième graphique. Maintenant, si on ferme ça et qu'on fait le 4, il va juste faire apparaître le quatrième graphique. OK. C'est bon maintenant, Francis? Oh oui. 2 par 2, ça fait un graphique 2 lignes, 2 colonnes. Puis après ça, tu décides qu'est-ce qui va dans la première position, deuxième, troisième, quatrième. C'est ça. Après ça, donc le test de Jumbox, c'est aussi simple à faire. Si ça vous donne 0, c'est que l'hypothèse nulle donc de non-autocorrélation. Donc ici, il faut faire attention. L'hypothèse nulle, c'est que les erreurs sont non autocorrélées, c'est-à-dire ce qu'on a présumé, c'est ça. Donc il y a non-autocorrélation. Et puis l'hypothèse alternative, c'est qu'il y a autocorrélation. Donc on voit, lui, il dit qu'il n'y a pas d'autocorrélation. OK? Pour lui, il n'y a pas d'autocorrélation en tant que tel. OK? Je pense que la connexion décale. OK. Je pense que ma connexion était partie un peu. Donc, le Jumbox dit qu'il n'y a pas d'autocorrélation. Donc, vous pouvez sauter de joie pour dire, OK, ben, il y a un test qui me dit qu'il n'y a pas d'autocorrélation. Alors, voici ce que, pour faire maintenant, il y a un autre test qui s'appelle le test de Durbin-Watson. Durbin-Watson, eux, pour le faire, c'est que vous devez récupérer directement le modèle, donc votre estimation. Donc, ça ne doit plus être notre B là. On va le faire directement ici. C'est grand X et puis petit Y. Donc, ça nous donne le modèle phytLM, vous le connaissez bien. On va le régresser. Et puis, voilà, on a les informations et tout. Alors, on va le prendre dans Durbin-Watson. Donc, ce qu'il vous donne, c'est qu'il vous donne une p-value qui est vraiment inférieure à 5%. Donc, si la p-value est supérieure à 5%, ça veut dire que les erreurs ne sont pas non autocorrélées. On voit qu'on a une p-value qui est inférieure à 5%. Donc, on rejette l'hypothèse nulle de non-autocorrélation. Donc, Durbin-Watson dit que les erreurs sont non autocorrélées. Les erreurs sont autocorrélées. Pardon. Est-ce que vous me suivez? Parce que l'hypothèse nulle, c'est la non-autocorrélation. Mais là, on voit qu'il y a une p-value qui est faible. Donc, le risque qu'on court en rejetant l'hypothèse nulle est faible. Donc, on peut rejeter l'hypothèse nulle. Donc, si on rejette l'hypothèse nulle, donc on rejette alors l'hypothèse de non-autocorrélation entre les erreurs. Ça veut dire que les erreurs sont autocorrélées. Ce que le Jumbox n'a pas donné, parce que c'est un test quand même qui est beaucoup plus relax. Hein? Parce que tant que vous voyez un test qui donne 2 alternatives, H égale à 0, H égale à 1, c'est qu'il n'est pas puissant. Parce qu'il choisit simplement entre 2 possibilités. Mais ici, c'est vous qui décidez, vous calculez la p-value directement, et puis vous décidez maintenant, sur la base, donc, si c'est au seuil de 1%, ça va changer. Si au seuil de 5%, ça va changer. Okay? Au seuil de 1% ici,
on peut conclure que les erreurs sont non autocorrélées. Mais au seuil de 5%, il n'y a pas, de non-autocorrélation. Il y a présence donc de corrélation entre les erreurs, comme le autocorrelation, donc le texte graphique le montrait déjà. OK? Donc, quand il y a un conflit de résultats, vous devez vous pencher du côté le moins avantageux pour vous. Par exemple, s'il y a un tel conflit, mais il ne faut pas conclure qu'il y a une non-autocorrélation. Okay? Il ne faut pas conclure qu'il y a une non-autocorrélation. Parce que quelqu'un qui examine la chose, il va vous voir que vous êtes relâché, vous avez relâché un peu, vous avez été très, très moins sévère. Okay? Il faut être rigoureux. Quand tous les tests convergent vers le même résultat, en ce moment, vous pouvez dire que voilà, il y a donc l'hypothèse nulle peut être acceptée. Mais regardez bien, on a une p-value qui est 0,01. Déjà, ça montre que c'est difficile que ces erreurs-là soient non autocorrélées. OK? Alors, on fait maintenant le test donc d'homocédasticité. OK? Alors, Monsieur, excusez-moi, ouais, c'est encore moi. Pour autocorrélé, là, je ne sais ouais. pas, pour mon MATLAB demande économétrique Toonbox pour rouler les coches. Je ne sais pas pourquoi c'est ça. C'est quoi vous avez dit? Vous avez mis autocorps résiduel? Oui, oui. Oh. Et c'est marqué que ça demande, ça require econometric toolbox. Est-ce parce que vous utilisez une version d'essai? Je ne sais pas. Tran, quand tu as downloadé MATLAB, tu pouvais downloader gratuitement plein de add-ons, dont celui-là. Ok, peut-être je n'ai pas reconnu ça, donc je n'ai pas fait attention. Donc, parce que j'ai downloadé la version 2019B, je pense. Oui, mais pendant que tu downloads, il te demande, hey, veux-tu les add-ons pour faire des simulations, économétrie, finance? Et j'ai coché ça, c'est ça? Oui, tu coches tout ce que tu veux, puis ben, moi, Ça j'ai rien donne ça. payé. Donc, moi, Ah, je suis content. ok, donc maintenant, il faut que je dois désinstaller et je vais réinstaller ça, c'est ça? Que je vais cocher toutes les cases. C'est ça. Oui, mais ça va prendre beaucoup de place sur ton ordinateur, puis ça va prendre beaucoup de temps de downloader. Donc, coche celles que tu vas utiliser. Oui. Surtout donc Ok, c'est bon. économétrie et puis finance. Voilà, juste les deux, ça devrait y aller. Ok, ok, c'est bon, parfait. Merci beaucoup. Ouais. Merci, Francis. Alors, le dernier, c'est le test de homocédasticité. Donc, là, ici, je vous rappelle, l'homocédasticité, on teste aussi la variance. Donc, entre les différents termes d'erreur, en fait, varient dans le temps. Donc, s'il y a une constante, donc, au niveau donc, de la variance des erreurs, dans ce cas, on dira que les erreurs sont homocédastiques. Sinon, il y a donc de l'hétérocédasticité. Okay. Ici, déjà, moi, je pense qu'il devrait y avoir aussi l'hétérocédasticité. Hein. Voilà, c'est ça. Donc, l'hypothèse nulle est celle de l'homocédasticité, donc H égale à 0. Mais ici, on voit que H égale à 1. Pourquoi moi, j'ai présumé qu'il y aura hétérocédasticité? C'est à cause de ce graphique-là. C'est ça. On voit que les erreurs avaient commencé à bouger un peu plus, et puis, paf, ça dit que, comment on appelle ça, la volatilité devient plus grande à certains niveaux que d'autres niveaux. On dit que la variance change, en fait. Parce que la volatilité, c'est une sorte, c'est la variance. Donc, quand la volatilité devient grande à d'autres niveaux qu'à d'autres, c'est qu'il y a une hétérocédasticité. C'est pas homocédastique. C'est pas constante la variance. Mais par contre, si on avait quelque chose de ce genre, pardonnez, quelque chose qui bouge de manière constante, comme ça, pas aussi grande à ces niveaux, ça pourrait traduire donc le mot cédasticité. OK? Donc, ce modèle qu'on a estimé, MCO, bien entendu, on conclut à des résultats, mais il y a plein d'hypothèses qui ne sont pas vérifiées. C'est là qui est le problème. Donc, les mots de tête commencent avec l'MCO. Je sais que avec
Donc, vous allez voir, il va relâcher un peu l'hypothèse d'homocédacité donc dans la version asymptotique. Et vous allez voir que ça ne changera pas encore. Vous allez pouvoir prouver encore que bêta chapeau suit une loi normale dans le cadre asymptotique. Il va relâcher l'hypothèse de non-autocorrélation des erreurs. Est-ce qu'il va faire ça? Je ne sais pas, mais je n'ai plus la mémoire fraîche. Mais vous allez quand même comprendre. Au fur et à mesure, il va relâcher certaines hypothèses et puis il va voir quel impact ça aura sur les résultats. Et il va contourner parfois pour toujours arriver à démontrer. Donc, dans le cadre asymptotique, on a plusieurs avantages. Donc, si vous n'avez pas assez de données sur un phénomène et que vous voulez l'étudier par un modèle MCO, vous aurez des complications. OK? Des complications dans le sens que si jamais votre erreur ne suit pas une loi normale, votre erreur n'est pas homocédastique, votre erreur n'est pas non autocorrélée, vous aurez des problèmes. Mais par contre, pour ce qui est de l'homocédacité, même si c'est hétérocédastique, il y a les moindres carrés généralisés qu'on utilise. OK? Vous avez déjà fait ça, non? Les moindres carrés généralisés. Est-ce qu'il y a des questions pour moi? Aujourd'hui, vous avez des questions? Juste pour continuer sur ce que Tran disait, il y a le Python carrément app en haut dedans. Puis après ça, il y a le Python more app directement dans le. Ici? Dans MATLAB. Il y a le editor, puis tout de suite à côté, il y a app. Essayez ça avant de désinstaller MATLAB puis de le réinstaller. OK, c'est bon, je vais essayer ça. Merci beaucoup, Francis. Ouais. Je sais que dans R, on peut télécharger des logiciels qui manquent. Je ne sais pas pour MATLAB. Ça devait être possible. Oui, mais tu peux toujours télécharger des choses puis ils vont te demander de payer. Ah oui. Mais si tu passes à travers l'UQAM, tu peux les downloader gratuitement. OK. OK. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Vous avez d'autres questions pour moi? OK. Donc, assurément que ça doit être payant. OK. OK. S'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on va arrêter là. Et puis, on va se retrouver lundi prochain pour prendre les questions du cours. C'est la chose qui sera un peu difficile à démontrer pour vous, des choses que vous n'avez pas comprises. Ce qui est donc faire un exercice. En fait, donc, dans le cadre asymptotique, il n'y a pas vraiment besoin. Parce que c'est essentiellement le cours. Okay? Donc, l'examen final sera porté essentiellement sur le cours. Donc, on va réviser. Vous allez essayer d'étudier un peu donc, la partie du cours que vous allez aborder. Et puis, s'il y a des questions, vous pouvez les préparer et puis on va échanger là-dessus la semaine prochaine. Une question pour vous. Ouais. Comment ça s'est passé les 2 premiers TP? Oui. Et va-t-il y avoir d'autres TP après? Oui, il va en avoir. Okay, il va en avoir d'autres, OK. Puis comment ça s'est passé? Je n'ai pas fini la correction, mais bon, je ne vois pas. Bon, tout est correct. Hein. En tout cas, en général, les gens ont bien gardez-nous au courant quand ça va être fini. Oui, je vais faire un effort pour le faire finir cette semaine. Et puis, on va trouver un moyen. Si vous êtes trop occupé, de donner des A pour tout le monde.
Non, en général, bon, non, en général, là, pour vous dire, hein, c'est pour les TPI, bon, d'habitude, je note 5 points pour toutes les questions, et puis vers le bas, 2,5, 2,5. Et bon, en général, il n'y a que rares personnes qui sortent d'en bas de 80. Mais, ceux qui ont fait les tests, enfin, les TP de manière sérieuse, en général, tout le monde est au-delà de 90, quoi. Donc, à ce niveau, je ne suis pas du tout sévère avec les notes. Je ne vois pas aucun intérêt. Donc, je vais faire un effort de pouvoir terminer la correction et puis pour vous informer là-dessus. OK. Merci. Monsieur, excusez-moi, ce que vous venez de nous présenter, les codes, là, c'est appliqué pour le TP2, c'est ça? Non. On peut utiliser ça pour le TP2, non? Non. Juste pour que... Est-ce qu'il y a une MATLAB à faire pour le TP2? Oui, je pense que oui, mais aussi, ça sera encore très simple. OK? Quand on va arriver là-dessus, dès qu'il va vous en envoyer, je vais vous faire un TP là-dessus. OK. Ok, merci. J'ai une question concernant l'examen INCRA pour la question 3, les hypothèses. Je ne sais pas si vous pouvez revenir ça pour que... quelques minutes. Le B et le D. Le C et le D. C'est juste que je ne sais plus trop où je l'avais téléchargé le devoir. Je vais retourner dans le courriel pour... Parce que nous Est-ce que vous pouvez partager? Vous l'avez sur votre ordinateur, non? L'examen? Non, j'en ai pas l'énoncé. Bon, je vais retourner dans mon courriel pour... Là, ça devrait être quelle semaine? Ça va être le 8 novembre. Il y a plusieurs courriels. C'est qui m'avait envoyé le document la semaine passée? Je vais chercher peut-être son nom rapidement. Examen. Qui me l'avait envoyé parmi vous? Je pense que... Je vais regarder parmi les noms. Comment ça s'appelle? J'ai oublié. Bon, posez-moi peut-être directement la question. Là, je vais répondre. Hein. Ça dit quoi le... Hein? Allô? Oui. Donc, c'est écrit les matrices R et bêta et petit là. Ouais. Quand on a l'hypothèse min C bêta 3 est égal à 5 plus 2 bêta 1 moins 2 bêta 2. Ah bon? Oui, vous m'entendez? Oui, j'ai entendu bêta 3 égale à 5, oui. Le reste, je ne sais pas. C'est 5 plus 2 bêta 1. Ok, bêta 1. Plus 2 bêta 1 moins 2 bêta 2. 5 plus 2 bêta 1 moins 2 bêta 2. Égal à... Hypothèse nulle. Bêta 3 est égal à 5 plus 2 bêta 1 moins 2 bêta 2. Donc, okay. Il faut comme écrire les matrices R, bêta et R petit. Oui. Donc, je ne sais pas si j'ai bien fait cette réponse ou pas à cette question ou pas, mais comme on a eu la note la semaine dernière, donc je voudrais... Ok, c'est quoi le R que vous avez mis? C'est quoi le grand R que vous avez mis?
moi, j'ai mis, puis c'est une restriction. Donc, j'ai mis en la matrice R1, c'est 1 fois 3, c'est la dimension. La matrice bêta, c'est 3 fois 1. Et la petite R, c'est 1 fois 1. Non, non, le grand R d'abord. Parce qu'il a une éralité, c'est ça? Que j'ai mis puis éternellement. Non, c'est sa matrice. Cette matrice-là, c'est quelque chose, non? Ah, vous voulez dire? J'ai mis moins 2, 2 et 1. C'est ça. Donc, ça veut dire qu'on vous a donné moins 2 bêta 1 plus 2 bêta 2 plus Non, c'est... bêta 3 égale 0. Non, c'est bêta 3 est égal à 5 plus 2 bêta 1 moins 2 bêta 2. Cela veut dire que c'est moins 2 bêta 1 plus 2 bêta 2 plus bêta 3 est égal à 5. C'est ça. C'est ça. Ouais. OK. Donc, petit R égale à 5. Oui. Et grand R égale à 100, oui, c'est juste. Je sais pas. Donc, j'ai ma matrice R, c'est ça ce que j'ai mis pour ma matrice R1. Non, oui, vous n'avez pas. C'est ça, je me demande. Hein. Non, ne vous inquiétez pas, ne vous affolez pas. Mais pour que la question D, je me doute pour ça, là, c'est ça. L'hypothèse 1 est bêta 1 est égal à moins bêta 2 et est égal à 3. OK. Et une autre hypothèse, bêta 3 est égal à 1. OK. Donc, je pense que ça, j'ai fait l'erreur. Vous avez fait? Bon. J'ai mis... j'ai séparé les hypothèses. J'ai mis bêta 1 est égal à 3, moins bêta 2 est égal à 3. Donc, cela veut dire que bêta 2 est égal à moins 3 et Oui, bêta 3 est égal à 1. C'est ça. Donc, je peux séparer les trois hypothèses comme ça? Oui, donc ça fait 3 restrictions plus est égal à 3. C'est ça. J'ai mis bêta 1 est égal à 3, bêta 2 est égal à moins 3 et bêta 3 est égal à 1. Donc, j'ai comme ça, c'est le vecteur est petit, c'est 3, moins 3 et 1. Et puis, la matrice R1, donc c'est la matrice carrée, identité 1. C'est ça, c'est tout à moi, correct. C'est ça, parce que comme pour les hypothèses jointes comme ça, donc je ne sais pas comment pour que comme transformer les formes ou avoir des restrictions, c'est ça? Ok, parfait. Donc peut-être j'ai perdu certaines notes pour autre chose. Oui, ça sûrement c'est pour autre chose. Ok, parfait. C'est bon. Merci beaucoup, monsieur. C'est bon, donc ouais. Ok. Donc tout est correct pour les autres. C'est ça. Merci beaucoup, donc bonne soirée, monsieur. Merci à tout le monde. On se voit la semaine prochaine.